Bamako, c'est la même heure partout au Mali. Le journal Idrissa Kamara. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres de notre livraison de la mi-journée. Début ce matin à Bamako d'intenses réflexions autour de l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. Il s'agit à travers ce brainstorming de faire le diagnostic de la situation sécuritaire dans les zones frontalières de notre pays. L'objectif final est la conception d'un document stratégique indispensable à une gestion rationnelle et efficiente de nos frontières. Vérifier et récupérer les informations et les faits, c'est l'essentiel du travail des hommes des médias. Voilà pourquoi, à leur intention, Appel Mali, Fondation Touwindi et Amnesty International, soucieux d'un journalisme performant, se sont mis ensemble pour les outiller en technique de vérification de l'information et des faits. Les détails, ça sera tout à l'heure avec Mohamed Kanataou. Malvie, acrobatie, cascade ou encore parade, appelez cela comme vous le voulez. Il s'agit bien de cette pratique dangereuse dont nos artères sont souvent le théâtre depuis un certain moment. C'est là au mépris des risques que cela comporte, et pour les pratiquants et pour les usagers de la route. Pourtant, cette pratique est sévèrement sanctionnée par la législation qui la considère comme un trouble à l'ordre public. Alors, pourquoi rien n'y est fait? Ousmane Diakité s'est penché sur le phénomène. Ça sera tout à l'heure les sujets de son dossier. Et en fin d'édition, la chronique initiative citoyenne qui fait aujourd'hui le focus sur l'AMSD. L'AMSD, c'est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique au Mali. Et voilà, comme annoncé dans les titres, tenu ici à Bamako, d'un atelier national de concertation, d'échange de réflexion autour de l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. Initiée par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, la rencontre vise à faire le diagnostic de la situation sécuritaire dans les zones frontalières de notre pays en vue de la conception d'un document stratégique pour une gestion rationnelle et efficiente de nos frontières. Boubacar Babli Touré pour plus de détails. Le Mali partage des frontières avec 7 pays. La gestion sécuritaire de ces limites reste et demeure une problématique majeure depuis l'indépendance. Les zones frontalières poreuses constituent de plus en plus un terrain fertile pour le terrorisme et les crimes organisés. Comment faire pour changer cette donne? C'est tout le sens de cet atelier national de concertation, d'échange et de réflexion pour l'élaboration de la stratégie de sécurisation des zones frontalières. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Depuis des décennies déjà, le Mali, à l'instar de bon nombre de pays de la région du Sahel, se trouve à la croisée des chemins. En plus du franchissement illicite fréquent de ces frontières, pour alimenter la criminalité transfrontalière, notre pays subit la pression d'une nouvelle forme de sécurité caractérisée par les actes terroristes, la traite des êtres humains et le radicalisme violent. Quelle est la triste réalité de nos espaces transfrontaliers? Pendant 3 jours, les acteurs concernés qui sont les gouverneurs des régions, les chefs de services centraux du département, les forces de défense et de sécurité ainsi que les services paramilitaires se pencheront notamment sur l'identification des axes prioritaires de sécurisation des frontières afin de dégager des voies et moyens susceptibles de juguler la crise sécuritaire et la criminalité transfrontalière. Colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Le chantier reste vaste. Nous savons de la nécessité de mener des réflexions coordonnées et approfondies sur la gestion des questions de frontières et de sécurité en vue de disposer d'une stratégie de sécurisation des zones frontalières dans le cadre du tandem justice, sécurité et développement. Tel est l'objectif majeur du présent atelier. Cet atelier de haut niveau va élaborer un document stratégique sur les défis et enjeux sécuritaires de nos zones frontalières. Et sur un tout autre plan à présent, outiller les hommes des médias en technique de vérification de l'information et des faits. Le sujet est au centre d'un atelier de formation qui regroupe à Bamako ici une trentaine de journalistes. L'initiative est de Appel Mali, de la Fondation Touwindi et d'Amnesty International. Le compte rendu de Mohamed Kanataou.
L'association professionnelle de la presse en ligne Appel Mali, la fondation Tuwindi et Amnesty International Mali s'attaquent aux fake news et à l'intox. Les trois organisations outillent les hommes des médias en technique de vérification des informations. C'est là afin de vérifier la véracité des informations déjà diffusées, surtout sur les réseaux sociaux, et de mieux examiner avant d'autres diffusions. Et c'est à travers l'unité de vérification des faits appelée Appel Vérif. Tidjani Togola, directeur exécutif de la fondation Tuwindi. Nous pensons que les médias, et en particulier les médias en ligne, constituent des acteurs incontournables pour pouvoir arriver à la fois lutter contre la corruption, les crimes économiques, lutter également contre les fausses informations et d'autres mauvaises pratiques qui peuvent exister, telles que les violations des droits humains. Modibo Fofana, président de l'Appel Mali. L'essor du numérique et notamment de l'Internet bouleverse aujourd'hui le monde de l'information et force la profession journalistique à se redéfinir. Les journalistes eux-mêmes n'ont plus le monopole de la collecte et de la production de l'information. 4 jours sont mis à profit par les organisateurs pour explorer tous les aspects liés à la diffusion de la bonne information et à la lutte contre les fausses informations. Pour cela, différents panels sont prévus tout au long des travaux. Alors, c'est une pratique dangereuse, une pratique appelée malvie, selon le jargon de ses pratiquants. En d'autres termes, on l'appelle l'acrobatie. Il s'agit de ces cascades ou de ces parades sur les engins à 2 roues ou à 4 roues sur nos voies publiques. Le phénomène est devenu fréquent ici à Bamako depuis quelques années, conduit parfois à la mort. Actuellement, ils sont très nombreux, les jeunes qui se font appeler des spécialistes en acrobatie. Pourtant, cette pratique est sévèrement sanctionnée par la législation et considérée du reste comme un trouble à l'ordre public. Sport ou parade de moto, bienvenue la mort. C'est l'intitulé de ce grand format qui porte la signature de Ousmane Diakité. Suivez. Ces acrobaties sur des engins à 2 roues ou 4 roues ne se voyaient qu'au cinéma. Mais depuis quelques années, le spectacle a quitté le grand écran pour devenir une réalité dans nos grandes villes. Rémi Traoré fait partie de ceux qu'on appelle les acrobates. Nous aimons pratiquer ces malvies pour faire plaisir aux gens. Parfois, on tombe, mais cela n'entrave à rien notre détermination. Sans conteste, c'est un exercice périlleux auquel s'adonnent ces acrobates sur la voie publique, ignorant du coup les dangers qu'ils encourent, comme ce fut le cas il y a quelques jours pour deux jeunes dont l'un a failli perdre la vie. Ces cascadeurs, comme certains les appellent, mettent également en danger la vie des autres usagers de la route, sans compter les nuisances sonores qui perturbent la quiétude des riverains. Mafa Koulibaly, riverain des voies publiques. Ça nous dérange et puis c'est énervant de voir des enfants s'apprendre à leur vie. Voilà. Donc nous appelons à la société de condamner fermement cette pratique. Djeneba Djabaté, usagère. Si je vois ce genre de comportement sur la route, ça me met vraiment mal à l'aise parce que ce n'est pas du tout bien, parce que ça peut amener des accidents. Mariam Diakité, usagère. Ça nous fait peur parce que ça amène à la mort, vraiment. Face à cette équation devenue difficile à résoudre, cet habitant d'un quartier de Bamako plaide auprès des autorités afin de mettre fin à la pratique. Souri Kemeso. L'État doit veiller à tout ça, n'importe où ça se passe. Parce que les jeunes là, il faut qu'on les conscientise là. Parce qu'on ne peut pas éduquer un jeune. On le conscientise, soit on le sanctionne. Donc le moment est venu que le Mali Koura dont on dit là, il faut que le pouvoir prenne ses responsabilités pour vraiment pouvoir arrêter le désordre. Bien que les acrobaties soient dénoncées par certains usagers, elle reste une source de revenus pour bon nombre de pratiquants. Ousmane Sissé, acrobate de moto. Nous pratiquons cette activité depuis l'enfance. C'est une activité lucrative pour nous, car on nous invite dans les cérémonies de mariage pour magnifier la fête. En ce moment, nous faisons des exhibitions qui nous font gagner 50 000 à 250 000 francs CFA, parfois plus. Depuis une quinzaine d'années, le phénomène fait partie du quotidien des Bamakois. Malgré la sensibilisation et la répression, il reste une grosse épine dans les pieds des services compétents. Djadji Sako,
directrice générale de l'ANASER. Évidemment, ce comportement n'est pas adopté sur nos routes. Quand on parle du principe que la route appartient à tous les usagers de la route, donc partant de ce postulat-là, donc on ne peut pas juste se comporter sur la route comme si on était les seuls sur la route. Ces phénomènes-là nous viennent d'ailleurs, donc je pense que beaucoup de gens le savent. Mais l'ailleurs où ce phénomène-là a commencé, ou en tout cas ça se pratique, c'est dans des circuits, en tout cas aménagés à cet effet. Et c'est aussi encadré. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est vraiment de considérer que la route ne leur appartient pas et qu'ils ne sont pas seuls sur la route et c'est surtout des comportements à réprimer. Contrôleur général de police Seydou Diarra, directeur régional de la police de Bamako. Les acrobaties avec les engins sur la voie publique, communément appelés mal-vus ou mal-vus, ce sont des phénomènes qui sont prévus et punis par le code pénal, notamment en son article 63. Et selon cet article, toute obstruction de la voie publique par des attroupements ou autres qui entravent ou même créent des paniques ou entravent également la libre circulation sont prévus et punis par la loi pénale. Donc c'est pour cette raison que les autorités de la police, en tant que garantes de l'ordre public, mènent une lutte implacable contre ces phénomènes, tant dans le cadre de la police administrative que dans le cadre de la police judiciaire. Donc de ce fait, tout individu qui tombe sous le coup de cet article en pratiquant ce phénomène sera purement et simplement interpellé et déféré devant le procureur de la République afin que la loi lui soit appliquée dans toute sa rigueur. L'emprisonnement va de 3 mois à 3 ans. Face à l'ampleur de ces phénomènes appelés mal-vus pour certains ou chifflés pour d'autres, le gouverneur du district de Bamako invite les autorités communales, responsables communautaires et leaders d'opinion à sensibiliser davantage la jeunesse afin de mettre fin à cette pratique qui met en danger non seulement à ceux qui s'y adonnent, mais aussi à d'autres paisibles citoyens. Abdoulaye Koulibaly, gouverneur du district de Bamako. Lorsque cette sensibilisation ne porte pas fruit, nous allons agir, nous allons sévir. Et tous ceux qui seront appréhendés seront mis à la disposition des autorités compétentes. Je vais parler ici de la justice, parce qu'il s'agit ici d'une infraction pénale qui ne doit pas rester impunie. Maintenant, s'agissant de la pertinence même de l'activité, je dirais que si c'est une activité qui peut rapporter, mais ce n'est pas sur la voie publique que ça va rapporter. Là, cela mérite qu'il y ait une meilleure organisation et que l'activité se déroule sur des espaces réservés à cet effet. Malgré l'existence d'un arsenal juridique, la pratique perdure. Faut-il alors manier plus les bâtons pour que force reste à la loi? Car comme dirait l'autre, un texte n'a de valeur que lorsqu'il est réellement appliqué. Et quelques nouvelles de l'étranger. D'abord, sachez que le Bénin a été ciblé hier par une nouvelle attaque terroriste meurtrière cette fois-ci dans le nord-est du pays. Un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade. Le bilan est lourd, même très lourd. 5 soldats des forces de défense nationale sont morts et un autre grièvement blessé. L'attaque s'est produite à la frontière avec le Burkina Faso, selon les sources proches du dossier, dans la zone de la Pendiari où les groupes terroristes ont souvent sévi. Les militaires basés dans l'est de la Libye, proches du maréchal Khalifa Haftar, ont annoncé la suspension de leur participation au comité 5+5. Ils demandent le blocage des terminaux pétroliers, la fermeture des voies terrestres et aériennes, les reliant l'Est et l'Ouest, la suspension de toute forme de coopération avec le gouvernement d'Ebad. Ils ont réclamé aussi, ils réclament les salaires de 4 mois non payés. Ces militaires de l'Est du comité 5+5 sont soutenus par leurs collègues de l'Ouest qui, eux, appellent le Premier ministre à payer tous les militaires et mettent en garde contre un retour à la case départ. Au deuxième jour de sa visite à Brazzaville, le président rwandais Paul Kagame s'est adressé ce mardi au Parlement congolais réuni en congrès. Dans son discours axé sur la sécurité, la paix, l'intégrité régionale et l'unité africaine, Paul Kagame a appelé à une collaboration constante pour lutter contre l'insécurité dans la région des Grands Lacs. Aussi, la question des réfugiés rwandais ne sera pas occultée lors de cette visite de 3 jours. C'est le dossier signé Smaïla Berti. C'est une visite aux enjeux régionaux évidents pour les pays des Grands Lacs. Arrivé lundi dans la capitale congolaise, le chef de l'État rwandais était face ce matin au Parlement de ce pays réuni en congrès. Paul Kagame a prononcé son discours de 18 minutes en anglais après de brèves salutations en français. Il a ensuite relevé qu'au sein de la région des Grands Lacs,
quelques poches d'insécurité persistent, estimant que la lutte contre ces fléaux nécessite une collaboration régionale constante, selon ses propos, notamment à l'est de la RDC, où opèrent des grands groupes armés. Le dirigeant rwandais a déclaré que 5000 de ses troupes étaient stationnées sur le continent, en Centrafrique et au Soudan du Sud, notamment où elles interviennent dans le cadre des missions de maintien de la paix des Nations Unies. Dans un contexte d'insécurité à l'échelle mondiale et du Covid-19, les partenariats entre Kigali et Brazzaville peut être source de stabilité, de prospérité au niveau de la région, a laissé entendre Paul Kagame. Lui qui va signer ce mardi avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, une série d'accords sur la coopération, la sécurité ou encore dans le domaine du foncier. Autre Tshisekedi a 13 ans de prison pour détournement des deniers publics a été tout simplement annulé hier par la Cour de cassation. Mais pour autant, les années judiciaires de M. Kamere ne sont pas encore terminées car il doit de nouveau comparaître devant les juges. C'est un dossier signé cette fois-ci par Seka Konati. L'ancien directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a été condamné en juin dernier à 13 ans de prison par la Cour d'appel de Kinshasa pour détournement des deniers publics. Eh bien, cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation qui estime que les droits de la défense a été violé lors du procès. Elle relève que la Cour d'appel aurait dû citer l'accusé, c'est-à-dire le convoquer formellement, alors qu'il a reçu une simple notification de la date de l'audience. Certes, la condamnation est annulée, mais Vital Kamerhe ne s'en tire pas à bon compte, car il doit comparaître de nouveau devant la même cour d'appel. Seulement celle-ci sera composée de nouveaux juges. Ainsi en a décidé la Cour de cassation. Le président de l'Union pour la nation congolaise, UNC, et ancien allié du président Tshisekedi, a bénéficié de la liberté provisoire en décembre dernier avant d'aller se faire soigner à l'étranger. Nommé en janvier 2019 directeur de cabinet du président Tshisekedi, Vital Kamerhe a été arrêté en avril 2020 pour détournement de près de 50 millions de dollars dans le cadre du programme des premiers 100 jours du chef de l'État congolais. D'un coût estimé à quelques 300 millions de dollars, il comporte plusieurs volets, notamment la réhabilitation d'infrastructures socio-économiques, la sécurité et aussi des mesures de décrispation politique. Et nous bouclons cette page inter avec un mot de la guerre Russie-Ukraine. Et c'est dire qu'après plus de 40 jours d'intenses combats, les forces russes maintiennent le contrôle de la ville stratégique de Mariupol, tandis que dans l'Est, à Kiev précisément, Kiev qui s'attend donc sous peu à une offensive majeure de la Russie. Pendant ce temps, les Occidentaux, eux, tentent une nouvelle slave de sanctions économiques contre Moscou. Et le sport, c'est tout de suite. Saratou Cissé, bonjour. Bonjour, Idrissa Kamara. Voilà, le sport c'est d'abord depuis la FEMAFOOT, la Fédération malienne de football, où très bientôt on connaîtra le successeur du sélectionneur des Aigles du Mali, Mohamed Magastouba. Et là, ça sera connu très bientôt. Tout à fait, l'appel à candidature a été lancé officiellement hier par la FEMAFOOT. Les dossiers vont être réceptionnés jusqu'au 20 avril prochain. Les missions et le profil du sélectionneur sont définis dans le cahier des charges. C'est à la suite que la commission de déploiement étudiera les dossiers, choisira le meilleur et le tracé de candidature, soit un total de 19 nationalités différentes. Leur identité n'a pas été dévoilée. Selon la Fédération burkinabé, il y a des Africains, des Européens et des Latino-Américains. La commission chargée du recrutement procédera à une présélection avant la proclamation officielle pour trouver un successeur à Kamou Malo, démis de ses fonctions après la CAN. Le Burkina avait terminé 4e. Voilà, Ligue des champions d'Europe, ça on le sait, c'est important. Les matchs retour débutent ce soir. Et Chelsea, les tenants du titre, est en danger sur la pelouse du Real Madrid qui l'avait emporté 3-1 à l'aller. Ah oui, la mission du champion en titre est de marquer 2 ou plus pour renverser le Real Madrid, amené par un certain Karim Benzema en pleine forme. L'entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a averti le Real d'un possible retournement de situation. Coup d'envoi du match 19h, temps universel au stade Santiago Bernabéu. Voilà, l'autre attraction ce soir, ça sera du côté de l'Allemagne où le Bayern de Munich
lui aussi en situation difficile après avoir perdu 0-1 à l'aller. C'était chez l'adversaire en Espagne. Alors, ce soir, il faudra tout simplement déménager cette équipe des sous-marins jaunes. Tout à fait. Le Bayern, un géant d'Europe, est en danger. C'est ça, alors, battu à l'aller, vous l'avez dit, 1-0. Le Bayern doit marquer 2 buts pour pouvoir se qualifier. Alors, en Bavière, on prend très au sérieux ce match. Le jeu proposé à l'aller, sanctionné d'une défaite, fait craindre le pire à 19h temps universel à Allianz Arena, heure du coup d'envoi du match. Le capitaine Manuel Neuer rassure tous les supporters d'une soirée mémorable face à Villarreal à Allianz Arena ce soir. Oui, soirée mémorable, soirée de danger aussi, vous l'avez dit. Chelsea est en danger, le Bayern de Munich en danger. Oui. Ça fait finalement beaucoup de danger. Ah oui, il ne faut pas perdre à l'aller. Hein. Merci à vous, Sragatou Cissé, pour cette page sport. Et la chronique initiative citoyenne, c'est tout de suite. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD est une association qui œuvre pour la vulgarisation de l'agriculture biologique. Elle mise sur le développement local et participatif environnemental en développant la biodiversité. Avec plus de 60 millions de francs CFA investis depuis sa création en 2009 jusqu'à nos jours, elle compte plus de 200 adhérents et producteurs dans toutes les régions du pays. Découvrons ensemble l'AMSD. C'est une chronique de l'initiative citoyenne signée par Ousmane Dao. L'Association malienne pour la solidarité et le développement AMSD a vu le jour en 2009. Dès sa création, elle s'est tournée vers la promotion de l'agriculture sans produits chimiques, avec comme alternative l'agriculture biologique fournissant aux agriculteurs des intrants et semences bio et en valorisant les semences paysannes locales. Le tout soutenu par des formations théoriques et des méthodes de culture écologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. La transition agroécologique joue un très grand rôle dans notre stratégie parce que nous pensons que l'agriculture joue un très grand rôle dans le développement au niveau des paysans et des producteurs. Donc, nous les produisons des conseils, notamment comment réduire leur impact par rapport aux produits chimiques, les pesticides, les intrants, et nous les accompagnons par la formation, la sensibilisation et les autres méthodes techniques de production alternatives pour aller vraiment vers la production biologique et écologique qui va impacter positivement sur non seulement la nature, la santé et l'environnement et la biodiversité. L'AMSD évolue dans les zones rurales et pour mener à bien ses missions, elle bénéficie de l'appui financier de quelques partenaires au plan local et international, un apport qui lui permet d'investir dans les projets pour les paysans. Nous sommes à peu près à 60 millions d'investissements à partir de nos différents partenaires qui nous accompagnent, notamment le programme de recherche sur les problèmes mondiaux pour le développement et SUS Contact qui nous a accompagnés aussi par rapport à l'élaboration d'un cahier de charges pour accompagner les communautés à aller vers l'agriculture biologique. Et bien d'autres partenaires du Mali et de l'SRF beaucoup, et qui nous appuient par rapport à nos interventions et nos activités de campagne, de communication et d'autres. Grâce à ces différentes politiques et stratégies, les agriculteurs ont pleinement adhéré à sa façon de faire dans toutes les régions du Mali. Aujourd'hui, l'ONG AMSD a mis en œuvre un label de certification qu'on appelle bio-local, qui a son actif déjà plus de 252 producteurs sur une surface de 112 hectares. Les gens ont vraiment compris, ils adhèrent facilement aux principes, sont capables de produire sainement, sans produits chimiques, et pour garantir une alimentation dans la population malienne qui en a vraiment besoin. L'autosuffisance alimentaire est vraiment une réalité. Parce que les premières victimes des pesticides et autres, là, c'est les paysans même en premier lieu. Donc dès qu'ils ont compris que c'est les menaces d'abord, ils sont obligés de changer de méthode. L'arbre ne doit pas cacher la forêt. L'Association malienne pour la solidarité et le développement, comme toute entreprise humaine, a également des difficultés.
dans les zones reculées, les paysans nous sollicitent. Mais malheureusement, notre champ d'action est vraiment limité. En termes de difficultés, c'est-à-dire comment accompagner les producteurs aujourd'hui qui sont convaincus d'aller vers l'agriculture biologique, mais pour faute de moyens, de formation, ils sont là et ils nous attendent. Pour faire face au problème, elle compte sur l'accompagnement de l'État à travers la mise en place et l'adoption d'un véritable programme pour l'agriculture biologique. Amidou Diawara, président de l'Association malienne pour la solidarité et le développement. À nos autorités de mettre l'accent vraiment sur la production agroécologique et biologique, parce que par rapport aux autres pays de la sous-région, nous ne sommes pas les derniers, mais il faut une stratégie, une politique nationale dédiée à l'agroécologie ou bien à l'agriculture biologique. Ça peut créer des milliers d'emplois et c'est une opportunité pour les jeunes vraiment d'aller vers l'agriculture biologique. En attendant, la MSD a mis en place un centre de formation à Kalabankura pour la formation des jeunes et des futurs paysans en conversion vers une agriculture biologique avec des antennes dans les régions du Mali. Et voilà, et vous le savez, le président de la transition a présidé ce matin au Palais des Couloirs la session du Conseil supérieur de l'agriculture. Et pour vous permettre de ne rien rater de ce conseil essentiel pour la campagne agricole à venir, eh bien, nous avions dépêché une très forte équipe à Koulouba. Alors, au moment où nous commencions cette édition, notre équipe de reportage était en provenance de Koulouba et c'est à Palissade qui nous arrive maintenant. Et voilà pourquoi cet élément présidentiel, cette interview du président que notre équipe de reportage nous ramène arrive en ce moment, alors que nous sommes quasiment à la fin de ce journal. Alors, c'est pour dire que le président de la transition a présidé ce matin au Palais des Couloirs la session du Conseil supérieur de l'agriculture, une session qui a adopté le plan de la campagne agricole 2022, un plan qui prévoit 10 500 000 tonnes de céréales, 780 000 tonnes de coton, entre autres. La mise en œuvre de ce plan de campagne coûtera à 456 milliards de francs CFA. Une bonne nouvelle pour le cotonculteur, car le prix du coton est fixé à 285 francs le kilogramme. Pour la réussite de la campagne agricole, le président a fait des recommandations aux acteurs concernés. Le colonel Assimi Goïta est introduit ici par Douboufan Travel-Sué. Je recommande au gouvernement de prendre les mesures ci-après. Dans un premier temps, doter le secteur du développement rural d'une loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, conformément à l'article 195 de la loi d'orientation agricole. Cela permettra de réaliser davantage des investissements importants pour faire face aux aléas du changement climatique. Ces investissements permettront l'exploitation accrue des eaux souterraines et l'utilisation rationnelle des eaux de surface pour des irrigations de proximité devenant de plus en plus incontournables. Poursuivre le programme des pluies provoquées, notamment au début et à la fin de l'hivernage, pour permettre aux semis de pousser et aux cultures de boucler leur cycle végétatif, mais également de fournir du forage et de procéder au remplissage des points d'eau dans les zones de pâturage. Mettre en place un programme spécial de promotion de certaines productions céréalières et maraîchères de très grande consommation, notamment le riz, le maïs, le blé, la pomme de terre pour réduire notre dépendance de l'importation en ce qui concerne ces produits. En outre, accroître l'utilisation des engrais locaux, tels que les engrais organiques, ceci contribuera à faire fléchir la facture d'achat des engrais minéraux, mais également de limiter la dégradation des terres et préserver l'écosystème pour une agriculture durable et saine. Également, poursuivre la subvention des productions céréalières, cotonnières et animales pour améliorer leur rendement. Ce faisant, j'ai décidé, en raison de la hausse excessive du prix des engrais sur le marché mondial, que la quote-part du producteur dans le prix du sac de 50 kg de l'engrais minéral soit fixé à 12 500 francs CFA. Le prix d'achat du kilogramme de coton graine premier choix au producteur
est fixé à 285 francs CFA. En plus de ces mesures ci-dessus, réserver 10% des graines de coton aux éleveurs agréés ayant signé un contrat avec le ministère du Développement rural pour l'alimentation du bétail et peu de labour à titre expérimental. Et voilà, c'est des promesses très fermes que le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient de faire. C'était à l'occasion, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenu ce matin même à Koulouba. Vous l'avez entendu, hein, il va aider les paysans à acquérir de l'engrais avec une quote-part de participation fixée à 12 500 francs. Et alors que le prix du kilogramme de coton à l'achat pour le producteur est fixé à 285 000 francs et 285 francs CFA le kilo. Alors l'État va injecter 456 milliards de francs CFA dans la réalisation de cette campagne pour davantage produire aussi bien les céréales sèches mais aussi du coton pour notre développement. Ousmane Traoré reviendra certainement très largement sur ce conseil supérieur présidé ce matin par le colonel Assimi Goïta. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Sa réalisation a été rendue possible grâce à Dossé Baba Diarra avec Awa Traoré, mise en onde Absé Traoré, coordination générale Bourama Traoré. Merci de votre écoute. Prochaine édition du journal parlé, c'est à 20h30. Au revoir et grand merci.